Avertissement. Toutes les façons de faire du jeu de rôle sont bonnes. Il y en a pour tous les goûts. Ici, dans cette capsule, on va simplement attaquer l'angle du réalisme. Aussi, ce n'est pas parce que nous pratiquons des sports de combat ou des sports de tir sur cible comme l'archerie ou le tir de pistolet que nous sommes des rednecks. Nous condamnons toute forme de violence. Et le combat ne devrait être utilisé que pour le sport, dans le but de se surpasser, ou en cas d'absolue nécessité de se défendre. Apprendre à se battre, c'est bien. Apprendre à ne pas se battre, c'est encore mieux. Imagitatrice, imagitateur, hello there! Eric, alias Descends-Froid pour les imagitateurs du JDR. Et je suis content de te revoir, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de capsule, toi et moi, ça va être relax, chill, on va pas... Arrête-toi, sérieux, on a du lourd aujourd'hui, on attaque vraiment un gros morceau parce que on va parler de système de combat, mais par un angle de vue bien particulier, par le prisme du combat, du véritable combat. Et ça me fait bizarre de dire ça parce que un système de combat de jeu de rôle qui est là pour calquer le combat devrait jamais perdre de vue son modèle, de toujours garder en tête le véritable combat. Mais ce n'est pas le cas. Et ça, depuis la naissance du JDR, le véritable combat, en gros, on s'en bat les couilles. Et t'es pas d'accord avec moi? Je m'excuse. Il y a 3 mots pour définir le combat, selon moi, en tant que combattant depuis plus de 30 ans. Rapide, furieux, imprévisible. Tu peux rajouter d'autres synonymes, mais en gros, c'est ça. Et des combats d'1 heure et demie autour d'une table, je m'excuse, c'est tout sauf la réalité. On s'est concentré sur le côté ludique du combat, ce qui est pas mal. Je suis pas en train de condamner du tout, mais c'est une constatation. Et si tu veux avoir une autre preuve, prenons la chaîne Rollis Télé. Je prends la chaîne Rollis Télé parce que c'est la plus grosse et parce que j'aime bien Rollis Télé. Et lorsque j'arrive pas à dormir le soir, je dois l'avouer, je me mets une vidéo de Rollis Télé et souvent c'est la voix de Mathieu. Et comme je suis habitué de l'entendre, ça me rassure et là je dors comme un véritable bébé. Lorsque Mathieu évalue un système de combat, en fait la critique, il se base sur quoi? Sur le combat d'arts martiaux mixtes qu'il a vu la veille, à la télé, au canal de sport? Bien sûr que non! Lorsqu'il évalue le système de combat devant lui, il fait comme tout le monde. Il l'évalue à partir des autres systèmes qu'il a vus avant. Et les autres systèmes qu'il a vus avant, lorsqu'il les a évalués, il les a évalués à partir des autres systèmes qu'il a vus bien avant. Jamais on ne s'intéresse au modèle de base qui est le véritable combat. Et là, on recule et ainsi de suite jusqu'au véritable ancêtre du jeu de rôle, Donjon Dragon, qui lui vient du wargame, le wargame qui est du combat de masse, du combat d'armée, qui n'a rien à voir avec le combat individuel que l'on voit dans le JDR à 99,9% du temps. Je m'excuse, se battre 7 dans une ruelle, il n'y a rien de stratégie de masse là-dedans. C'est vraiment du combat mano à mano. Donc oui, on peut se poser la question, est-ce que le JDR s'est vraiment intéressé à la réalité du terrain? Et pour ceux qui pourront me parler des jeux simulationnistes, mais lorsque tu tentes de simuler la réalité par les règles en calculant la vitesse du vent, un malus de déplacement, etc., mais tu alourdis tellement le système, ça prend tellement de temps que ta simulation de la réalité, tu t'en éloignes, tu crées un véritable paradoxe. Ce n'est pas la solution ultime, loin de là. T'es encore sceptique, ok. Prenons Damien Coltis, qui a travaillé pour BBE pendant 18 ans, Black Book Édition. Damien, un bonhomme, un chic type que j'adore. Damien a parti sa chaîne. Écoute, tu fais Damien C. JDR, tu vas trouver sur YouTube. Et il y a de bons invités parce que Damien a les contacts, mais Damien a la générosité de nous montrer toutes les étapes de la création du jeu qu'il veut publier, Zombie Descend. Et Damien, pourquoi je le nomme ici, c'est pas pour y lancer la pierre, Damien fait exactement comme tout le monde et comme moi je fais. Arrivé au moment de créer son système de combat,
On s'inspire de d'autres mécaniques que l'on trouve dans d'autres systèmes. On les prend, on les modifie, on les met à notre sauce selon nos besoins dans notre système. Donc, tu vois, encore une fois, le modèle de base, le combat en IRL qu'on pourrait appeler, est laissé de côté. On ne jette pas vraiment un regard dessus. Notre pauvre Rodin qui représente le combat sur son banc nu, il fait son chiffre, là. Hein. Allô? Y a quelqu'un qui me regarde, là? Hey! Je m'égèle, moi! J'ai le cocotier à l'air! Hey, oh! Y a quelqu'un? On jette pas vraiment un véritable regard sur le combat. Et si on le faisait, exemple, tu peux être certain que des points de chance, des points de fortune, des points de karma, ça n'existerait pas en combat. Parce qu'il existe des mécaniques physiologiques qui interviennent lors d'un combat qui justifieraient amplement la relance d'un dé durant un combat. Autre que la chance. Lorsque je me lance dans un combat, je me fie pas à ma chance et je ne prie pas la bonne fortune. Il y a des trucs à aller chercher dans les combats véritables qu'on peut amener, une espèce de parfum de réalisme et qu'on amène dans notre JDR tout en restant ludique. C'est ce qu'on va tenter de faire. Et mettons carte sur table immédiatement. Jamais un combat sur table de JDR va s'approcher de la réalité, là. Je mets 4 personnes autour d'une table qui lancent des dés ou des cartes avec un combat de JDR à côté d'un ring avec 4 autres personnes qui se tapent pour de vrai. Je les interroge après, ils n'auront pas vécu la même expérience. On s'entend, mais on peut aller chercher ce parfum et l'amener dans notre expérience JDR alors qu'en général, on a laissé le côté réaliste du combat de côté pendant un sacré bout de temps. Maintenant, comme je soulignais dans la bande-annonce que j'ai faite avec le Joker, qu'est-ce qui qualifie les imagitateurs à parler de véritables combats? Mais il faut savoir que les imagitateurs, c'est 2 mecs, NJ et moi. NJ, tu le vois dans tous les actuels plays, et lui aussi fait des capsules humoristiques. On joue ensemble depuis plus de 18 ans. NJ est un ancien combattant des forces armées et il a été déployé en territoire hostile. La tête entrée dans les épaules, les balles qui sifflent autour de lui, il a connu. Faire attention à ce que son casque ne dépasse pas des barricades a fait partie de son quotidien autrefois parce que les casques offrent une formidable cible pour l'ennemi. Et NJ vient d'une famille de militaires, de père en fils, comme dans les films américains. Donc oui, on peut te parler de combat militaire. En ce qui concerne le combat mano à mano, les sports de combat, ça c'est plus dans ma cour. Il faut savoir que je suis un drogué. Allô, je m'appelle Eric, je suis drogué. Oui, l'adrénaline est une sacrée drogue. Donc tout ce qui s'appelle kayak de rivière, escalade. Je pratiquais l'archerie. Il manque quelque chose. Ça m'a amené au tir sur cible avec pistolet que je fais depuis près de 20 ans. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, j'ai entre autres le Sig Sauer P226. Et concernant les sports de combat, j'ai pratiqué 4 arts martiaux pour finalement découvrir mon 5e sport de combat qui allait plus jamais me quitter. Au moment où on se parle, j'ai fini mon entraînement de boxe il y a environ 2 heures. C'est ce qui me maintient en forme, au taquet. J'ai donc plus de 30 ans d'expérience de sport de combat et là, tu pourras toujours dire, Eric, un combat sur un tatami et dans un ring avec des règles, mais c'est pas vraiment un combat de rue, un combat sale, là, ou qu'est-ce qu'on veut représenter autour de la table en jeu de rôle ou on combat pour notre vie. Il faut savoir que même en entraînement, devant un partenaire, les mécanismes physiologiques qui embarquent sont les mêmes que dans un véritable combat, mais à moindre échelle. Et concernant ce que j'appelle les combats sales, les combats de rue sur le bitume, malheureusement, j'ai trop donné, trop connu. J'en parlais avec Danny, que je vais présenter après. Moi, j'ai perdu le fil du nombre, mais ça joue entre 150 et 200. Et c'est sans doute plus près de 200. Ne panique pas, là. Je ne suis pas un psychopathe qui frappe tous les commis qui font une erreur dans ma commande de service au volant chez McDo. Non, non, non. C'est simplement que j'ai travaillé en boîte de nuit durant toutes mes études et au-delà. Et laisse-moi te dire qu'en boîte de nuit, dans les années 90, mais ça brassait. Une personne full trouble à l'intérieur du club, premièrement, cette personne est rarement seule
elle est avec ses amis, et là, tout le monde est avec lui, donc c'est tout un groupe que tu dois amener dehors. Et une fois dehors, la colère et la stupidité n'est pas un interrupteur qui se ferme ainsi, là. Au contraire, une fois dehors, ils sont encore plus frustrés. Donc souvent, ils vont s'en prendre à la clientèle qui font la file, s'en prendre à la devanture du club ou même aux voitures sur le stationnement, sur le parking. Et là, lorsque le combat se transpose sur le bitume, il n'y a plus de règles. Moi, je suis droitier. Mon bras gauche, c'est comme mon bouclier. On ne le verra pas sans doute, mais cicatrice au couteau ici. Ici, pied de biche, un arrache-clou. Je l'ai intercepté à mi-course, mais même à mi-course, l'une des dents a claqué jusqu'à l'os. Bon, une bonne vingtaine de minutes plus tard et d'anecdotes croustillantes. Coucher une personne 10 fois au sol et la voir se relever 10 fois, j'ai vécu ça souvent. Des personnes qui sont remplies de cocaïne jusqu'aux yeux, en combat, c'est impressionnant. T'as l'impression de te battre contre de véritables zombies. Putain, tu vas rester couché ou quoi? Parce que moi, je finis à 3h du matin, alors s'il vous plaît, reste couché. Et là, je peux te garantir que lorsque tu te fais attaquer au couteau, à coups de barre de fer, ou que tu as 3 adversaires devant toi, ou que tu te bats contre des zombies cocaïnomanes, tous les mécanismes physiologiques de survie embarquent. Oh oui! Mais je voulais avoir aussi une vision extérieure de celle des imagitateurs. J'ai donc contacté Danny de la chaîne Ratburger, JDR et Futilité. Et si t'aimes les PBTA, tu ne peux pas passer à côté de la chaîne de Danny. Bien sûr, il y a d'autres systèmes, d'autres jeux, et ce que j'aime de lui, c'est que lorsqu'il te parle d'un jeu, c'est parce qu'il l'a éprouvé en campagne. Il est à même de te dire qu'est-ce qu'il a aimé, et je ne pas aussi pour te dire qu'est-ce qui a moins bien roulé. Alors, n'hésite pas, le lien est en description, va faire un tour. En ce qui concerne Danny, on parle de karaté, ceinture noire, 3e dan. On parle de kendo, ceinture noire, 1er dan. Surtout la manipulation du bokken, le sabre en bois. Moi, ça a surtout été le bo, le long bâton. J'aurais aimé ça, le bokken. Bon, il n'est pas trop tard, remarque. Et on parle aussi d'un bon niveau de jiu-jitsu concernant Danny. Et honnêtement, à parler avec NG, avec Danny, des gens d'expérience au niveau du combat et dans le JDR, je m'attendais à ce qu'il y ait divergence d'opinion. Ça n'a pas du tout été le cas. On s'est entendu 5 sur 5 en ce qui concerne la relation combat JDR, combat en IRL. Ah putain, je savais que ça allait être du lourd cette capsule. On est prêt enfin à plonger dans l'ADN du JDR. Première partie, je t'explique le drame de ma vie. Je ne veux plus de combat dans mon jeu de rôle, j'en ai ma claque. Pourquoi? Je t'explique. 2. On se parle de la mécanique qui allait complètement sauver mes combats dans le jeu de rôle, la passe d'armes. Et je ne suis pas le seul. Pour Danny et NG, ce fut un véritable vent de fraîcheur. Comment dit Danny déjà? La passe d'armes, c'est comme faire l'amour. Quand t'as pas connu, ça va. Une fois que t'as goûté, tu n'aspires qu'à une chose, y revenir encore. Ah oui, c'est beau, c'est très beau. Et 3, nous allons voir qu'est-ce qu'on est capable d'exploiter du vrai combat, d'amener ça dans notre JDR pour un parfum de réalisme et pour faire du combat rapide, furieux et imprévisible. On se donne des pistes et c'est peut-être toi qui vas trouver la solution en regardant ce qu'on va amener. Sait-on jamais, tu es peut-être le futur du JDR. C'est parti, on plonge. Bon, avant de plonger à fond dans cette capsule, petite parenthèse. Parenthèse que je crois que la plupart des gens comprennent, mais c'est bien de le souligner. Il faut savoir que le cinéma et Hollywood a passablement malmené le réalisme dans le combat. Les personnages encaissent tout simplement beaucoup trop. Exemple, si je te frappe avec un crochet à main nue directement au foie, ben le combat est terminé. Pourquoi? Parce que derrière le foie, il y a le nerf vague. Pense à un mal de dents, là, sauf que le nerf vague, c'est le nerf le plus long du corps humain. Grosso merdo, il part du nombril et aller jusqu'au cerveau. Tu vois le genre, c'est sans pitié. Tu tombes directement au sol. Mais ça, on va se le dire, c'est pas vraiment sexy dans un combat hollywoodien.
Et là, comprends-moi bien, je ne suis pas en train de faire un plaidoyer contre les combats héroïques, épiques ou de super-héros. Non, au contraire, présentement, on joue une partie de super-héros et les combats ressemblent beaucoup là, au film Kick-Ass. Donc, rien à voir avec la réalité. Là. Mais je crois qu'il faut connaître les bases du réalisme en combat pour mieux s'en détacher et donner l'esthétisme qu'on veut à nos combats. Alors oui, vivement les mousquetaires qui se battent contre 3 adversaires en même temps et qui envoient des vannes sous forme de verre à la Cyrano de Bergerac et pourquoi pas en buvant une chope de bière de la main gauche. Mais c'est important de savoir que, à la base, ce genre de situation est quasi impossible. Il faudrait que les adversaires ne représentent aucun danger, même inconsciemment pour le cerveau. Ou que tu envoies tes vannes poétiques, mais une fois les épées désengagées, avec 3 pas de recul. Parce que c'est tout bonnement impossible de faire de la poésie alors que les épées sont en contact pendant la passe d'armes. Et ce n'est pas une question de pratique ou de désir, c'est une question biologique. On va le voir plus tard. Donc je crois que c'est important de connaître les bases réalistes du combat pour mieux s'en détacher et créer l'échelle de réalisme qu'on veut. Donc oui, vive le super-héros et l'épique si c'est ce qu'on veut pour la campagne que l'on amorce. Ceci étant dit, attaquons le cœur de cette capsule. Première partie. Le drame commence en 2016-2017. Je suis blasé des combats dans le JDR. Il faut comprendre que le JDR en général est très réaliste. Dans les phases de roleplay, lorsqu'on est à fond dans nos personnages, merde, on s'y croirait là. Prends l'exemple de 2 personnages qui se querellent à savoir s'il faut sauver, oui ou non, un membre de leur équipe. La courte scène pourrait ressembler à ceci. Pourquoi on irait le sauver? On a stipulé que dans notre groupe, aucune vie en valait plus qu'une autre. Pourquoi risquer la vie de 10 hommes pour une seule? Et qui plus est dans une forteresse que l'on dit imprenable. Je te le dis, ça sera sans moi. Tu vois, cette scène, elle est en temps réel et les phrases que dit le personnage, on pourrait retrouver ça dans une pièce de théâtre ou dans un film, là, ça se tient, c'est plausible. Mais si on poursuit la scène et que nos 2 cavaliers se dirigent vers une embuscade où 5 brigands les attendent, aussitôt que le piège se referme sur eux, ça y est. Alors que l'histoire roulait sur des chapeaux de roue et que ça avançait, tout s'arrête. On tombe en mode combat. C'est comme si le moteur calait. Non seulement ce n'est pas représentatif de la réalité, ce n'est pas le miroir de la réalité, mais c'est même l'inverse. Dans la vie, lorsque tu jacasses avant un combat, c'est extrêmement long. Allez-vous arrêter de parler, tapez-vous dessus, bordel! Et lorsque le combat commence, mais ça va très rapidement. Si t'es spectateur, il te suffit de tourner la tête et de rater la moitié du combat tellement ça peut se dérouler rapidement. En jeu de rôle, mais c'est le contraire. Lorsqu'on est en phase de roleplay et on parle, ça roule comme sur des chapeaux de roue. C'est la partie la plus rapide où l'histoire avance. Et lorsqu'on arrive en combat, l'histoire se fige. J'ai connu des systèmes où j'avais un combattant en main nue, il a donné 7 coups de poing durant un combat. Et comme un jet de dés représentait un seul coup de poing, ces 7 coups de poing se sont donnés en 7 tours. On était 5 personnes autour de la table. Le combat a duré plus d'1 heure. Si tu me dis de frapper 7 coups de poing dans un sac d'entraînement, c'est en 3 secondes. Si tu me dis, Eric, place 7 bons coups de poing dans un combat, donc à l'intérieur de combinaisons, tout dépendant de l'adversaire devant moi, de son niveau, mais je vais être capable de te placer ça en dedans de 45 secondes, 1 minute, voire tout au plus 1 minute 15 secondes. Arrondissons à 1 minute. Pour de l'autre côté, en JDR, 1 heure. Les combats n'étaient pas 2 fois plus longs, 5 fois plus longs, 20 fois plus longs que la réalité, mais 60 fois plus longs. L'autre problème que j'avais avec les systèmes de combat, c'est le côté chorégraphié. Ah, les héros, c'est à votre tour d'attaquer, après ça, c'est l'ennemi, je te tape, tu me tapes, je te tape, tu me tapes. Alors que dans un combat, là, c'est l'imprévisibilité, c'est le chaos, on se frappe à qui mieux, et lorsqu'on a une ouverture, on en profite. Il y avait quelque chose qui me déplaisait dans la formule, comme si on jouait aux échecs et on alternait entre le tour des blancs et des noirs. Très chorégraphié tout ça.
Autre point qui m'agaçait dans la formule, c'est qu'un jet de dés représentait un seul coup d'épée ou une seule flèche ou une seule balle. Et sérieusement, au niveau de la description, t'as vite fait le tour. Si bien qu'après 30 minutes de combat, on se contentait de tirer les dés. Est-ce que je touche? Est-ce que je touche pas? Et sérieusement, ça devenait vraiment barbant là, comme combat au bout d'une trentaine de minutes seulement. Aussi, avec ces systèmes où un jet de dés représente une seule attaque, un coup d'épée, un coup de poing, une flèche, mais j'ai toujours senti une certaine discordance entre les actions. Un coup d'épée se donne en 2 secondes, alors que pour les étapes pour décocher une flèche, certains systèmes y sont arrivés, mais la plupart des systèmes où les tours ont une durée fixe, ça m'a toujours apparu comme non optimal, disons les choses ainsi. Fort de ce constat, j'étais prêt à mettre de côté les combats. Je me souviens, à cette époque-là, j'écoutais des séries comme Dark, produit en Allemagne, Mindhunter, réalisé en partie par David Fincher. Aussi, je faisais du rattrapage avec Breaking Bad. Et dans ces séries-là, il n'y a pas vraiment de combats et elles sont excellentes. Et à bien y réfléchir, si on regarde les premières saisons de Game of Thrones, il y a peut-être un combat par 7 ou 8 épisodes. C'est très peu. Et pourtant, la série déchirait. Alors pourquoi me faire suer à subir des combats de la sorte, alors que oui, j'ai joué longtemps ici, mais là, ça me correspondait plus du tout. Au moment où je m'apprêtais à démarrer ma campagne sans combat, j'ai vécu l'épiphanie. Certaines personnes prient un dieu avant de se coucher. Moi, je prie James Tornade, mon sauveur. Partie 2. 2017, j'ouvre Brigandine et je découvre ce paragraphe sur la passe d'armes. Je ne sais pas si c'est James Tornade qui fut le premier à apporter la passe d'armes dans le jeu de rôle. Mais pour Danny, pour Angie et pour moi, c'est là qu'on l'a découvert. Commençons d'abord par lire ce que a écrit James Tornade et après moi, je vais te dire comment je me suis approprié la passe d'armes. Ouvrez les guillemets. Le système de combat de Brigandine fonctionne par passe d'armes, c'est-à-dire un ensemble de coups et de manœuvres de chaque côté. En effet, le combat est un moment intense, imprévisible, rapide, cruel ou furieux. Ah, on s'entend 5 sur 5, James. Et il est impossible de demander un test pour chaque coup porté ou chaque esquive. Il y aurait trop de jets de dés et tout le monde s'ennuierait autour de la table. Je témoigne. C'est pourquoi ici, tout se règle en un seul jet de dessin, lancé par le joueur. Le résultat donnera un gagnant de la passe d'armes qui infligera des dégâts à son adversaire. Mais c'est ensuite au meneur de jeu et au joueur d'interpréter ce résultat et de décrire l'action, si elle n'a duré qu'une seconde ou si la passe d'armes a été âpre et dure à gagner. Voyez ce système comme un point gagné au tennis, par exemple. Le jet de dés vous donne directement le gagnant du point. Mais c'est ensuite à vous de décrire si c'était l'affaire d'1 seconde ou de 2 longues minutes. Fermez les guillemets. Premièrement, tu l'auras compris, ici, la passe d'armes se fait dans le cadre d'un système dans lequel seuls les joueuses et les joueurs lancent les dés. Mais il est possible de l'intégrer dans un système de compétences contre compétences. Mais commençons d'abord par un exemple de passe d'armes. Henry est dans un saloon. 3 cow-boys à une table importunent une jeune serveuse. L'un des hommes va même jusqu'à agripper son poignet et tente de l'attirer sur ses cuisses. Fais-tu quelque chose, Henry? Ah, ce genre de comportement m'agace profondément. J'avance vers l'homme. Le dit homme se lève en te voyant t'approcher. Il a relâché la jeune femme et te fait face. Dégage, connard! Est-ce que tu l'écoutes, Henry? Bien sûr que non. Je vais lui donner une leçon en lui bottant le cul. C'est ta compétence bagarre contre la sienne. Tu es légèrement plus qualifié que lui. C'est un jet à 60% et moins. 52. C'est réussi, mais tout juste. Décris-moi ce qui arrive. J'envoie un crochet du droit. Mais l'homme rapide l'esquive en basculant son torse vers l'arrière. Un éclat argenté attire alors mon attention. Il dégaine un couteau à sa hanche, et alors que je m'apprêtais à frapper à nouveau, je vois la lame partir de bas en haut. Sur mon torse, une brûlure, mais je sais que la coupure est superficielle. Furieux, pris de rage, je me penche et je fonce tête baissée comme un bélier dans son ventre.
Ma charge le soulève et nous nous écrasons tous les deux sur la table derrière lui qui s'éclate au sol. Sous le choc, l'homme perd son souffle et son couteau. J'agrippe alors une patte de table cassée et je lui refais le côté du visage. Tu entends les chaises frotter contre le sol autour de toi. Et certaines se renversent. Les clients se sont levés précipitamment, ainsi que les 2 compagnons de ton adversaire. Première chose que l'on remarque, c'est que bien que ce soit au PJ d'attaquer, on voit l'ennemi agir, même faire une entaille là, sans conséquence là, sur le torse du joueur. Et ça, ça vient automatiquement briser l'impression de c'est à mon tour de taper, puis c'est à ton tour, car les coups arrivent et fusent de partout, de par la description de la passe d'armes, que ce soit au PJ d'agir ou aux ennemis. Ensuite, en tant que MJ, le fait de remettre une partie de la description et des agissements des PNJ aux mains des joueuses et des joueurs, mais ça apporte une dose d'imprévisibilité. Le chaos, quoi. Bref, plein d'éléments peuvent apparaître dans le combat, ici et là. Tout dépend de l'imagination des joueurs et des joueuses et de leur implication. On remarque avec cet exemple que le décor apparaît avec la passe d'armes, car lorsque l'on décrit un seul coup d'épée ou une balle, on a vite fait le tour. Ta balle touche, décris-moi. La balle atteint l'épaule et l'homme crie. Alors que si on a un échange de coups de feu, ça peut ressembler à ceci. Placé derrière la portière de sa voiture, il tire 2 fois vers moi. La première balle, j'ignore où elle est allée, mais la deuxième fait exploser le béton de la colonne derrière laquelle je suis positionné. Je cligne des yeux plusieurs fois pour chasser la poussière du béton, puis je fais feu. En retour, une balle. Je frappe la portière, mais les hurlements de l'homme m'indiquent que la balle a néanmoins trouvé son chemin à travers le métal pour atteindre sa jambe. Et si l'on reprend l'exemple du saloon et que Henry était le premier joueur à amorcer le tour, les autres joueuses et joueurs auraient eu sensiblement le même temps alloué pour agir. Autrement dit, pour moi, c'est le premier joueur à agir qui détermine le temps que chaque PJ aura pour jouer dans ce tour. Si la première joueuse tire 2 balles, ce qui se fait en 2 ou 3 secondes, les autres auront aussi 2 ou 3 secondes pour agir dans ce tour. C'est comme ça que je joue avec le temps pour les passes d'armes. Et ça règle aussi le souci des arcs dans les combats. Si tu évalues que ça prend 8 secondes pour prendre une flèche dans un carquois, l'encocher et tirer, les autres PJ auront 8 secondes pour agir après. Tu auras sans doute compris que pour des passes d'armes, il ne faut pas des systèmes avec des sacs à points de vie. Là. Il faut des systèmes gritty et mortels. Si tu prends 10 tours pour un combat avec de telles descriptions, le combat va durer des plombes. En résumé, voici les avantages de la passe d'armes. Les joueurs et les joueuses prennent en partie en main la description des ennemis lors des combats. Et pas d'inquiétude, MJ, car ils sont encadrés par le jet de dés. On peut faire le total des dommages en un seul coup ou en plusieurs. On s'en fout, le résultat sera le même nombre de dégâts en bout de ligne. Tu viens mettre du cinéma dans ton JDR. C'est le fun, c'est captivant et tu ne t'ennuies pas autour de la table car la passe d'armes apporte son lot d'imprévus. Tu viens aussi jouer avec le décor, le faisant apparaître et même en jouant dans le théâtre de l'esprit. Tu viens détruire cette impression chorégraphiée de « je te tape, tu me tapes ». Ça devient vraiment chaotique et pourtant, on joue chacun notre tour. Et pour finir, tu impliques davantage tes joueurs et tes joueuses. Ils sont plus proactifs dans l'histoire, mais ça, ils vont adorer. Et maintenant, il est temps d'aller visiter une vraie situation de combat pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur du corps du combattant et voir les autres pistes que nous pouvons explorer pour des combats plus rapides, furieux, imprévisibles et basés sur une part de réalisme. Partie 3. Bon. 2015, la saison 5 de Game of Thrones, la fameuse bataille des bâtards. C'est ce que je voulais, moi, pour mon JDR. La furie du combat, le chaos qu'il engendre, le danger qui frappe de toutes parts, le cœur qui roucoule comme un tambour frénétique. Et j'aurais pu découvrir la passe d'armes de James Tornade en 2015, mais je n'ai ouvert le livre qu'en 2017. Shame on me, shame on me. Mais aujourd'hui, tentons d'entrer dans l'ADN du combat. L'homme de tout temps a 3 réactions face au danger. Les 3 F. Fight, flight or freeze. Combattre, fuir ou figer.
Combattre lorsqu'on a le dos au mur, pour défendre sa progéniture ou même pour se nourrir. Fuir devant ce que l'on ne peut pas combattre, un feu de forêt, un glissement de terrain, un troupeau de bisons qui te charge ou tout simplement l'imbécilité humaine. Ah non, ça, tu ne peux rien faire. Et figer. Aujourd'hui, cette dernière réaction nous semble bien peu adéquate. Moi, à l'hôpital, dans le cadre de mon travail, je vois quelquefois des membres du personnel se figer quelques secondes lors d'un code bleu, alors que le cœur d'un patient cesse de battre. Un arrêt cardiaque, ça arrive sans prévenir. Et lorsque tu commences dans le milieu, ça peut saisir. Et bien que préparé, NJ me racontait que des soldats pouvaient figer lorsque confrontés à des premiers tirs réels, que certains pouvaient même faire dans leur froc. Compréhensible. Des coups de feu, c'est impressionnant. Autant la détonation que le fracas de l'impact de la balle. En pareille circonstance, t'as vraiment l'impression que le danger vient de partout, et c'est seulement quand ça pique, quand ça fait mal, que tu sais que t'as tiré le mauvais numéro. Mais figer avait une grande utilité dans le passé. Devant la majorité des prédateurs, figer est la chose à faire. Fuir, c'est offrir son dos. Mais c'est surtout aussi agir en proie et éveiller l'instinct prédateur de la bête. Même le ventre plein, un prédateur pourrait te prendre en chasse, ne serait-ce que pour se pratiquer, un comportement qu'on a remarqué chez certains prédateurs. Pour nous, pour le JDR, c'est la réponse combat-fuite qui va nous intéresser dans un premier temps, mais ça ne sera pas la grande vedette de nos combats, je te le dis. Mais c'est quand même bien de savoir que cette réaction primitive est très puissante. Et il se passe plusieurs choses dans ton corps lorsque tu tombes en mode combat-fuite. Entre autres, le sang est surtout redirigé vers les gros muscles comme ceux des cuisses et des bras pour mieux fuir ou combattre. Ton sang va aussi coaguler plus rapidement. Ça peut être très utile si tu as une bonne blessure. Aussi, ton système digestif va se mettre en pause, car il consomme beaucoup d'énergie. C'est pourquoi les gens sont souvent fatigués après un bon repas. Et de l'énergie, tu vas en avoir besoin pour réagir au danger devant toi. Et ce n'est là que quelques exemples. Il faut compter pas moins de 20 à 60 minutes avant que ton corps ne retrouve exactement son état initial d'avant la réponse combat-fuite. Ça te montre l'étendue des changements dans ton corps. Et plusieurs de ces changements lors de ce mode sont dus aux hormones de combat qui sont libérées par tes glandes surrénales, dont la grande vedette, celle sur laquelle nous allons nous pencher un peu plus, l'adrénaline. Juste pour faire une comparaison, les effets du combat-fuite durent au moins 20 minutes, alors que les effets de l'adrénaline durent moins de 2 minutes. C'est pourquoi on parle souvent de montée ou de poussée d'adrénaline. Parce que des poussées d'adrénaline, tu vas assurément en avoir en combat, même en entraînement, Mais la réponse combat-fuite, c'est un cas plus désespéré. Autrement dit, devant un ours, je vais réagir avec la réponse combat-fuite. Mais en combat, moi, personnellement, c'est uniquement une affaire de poussée d'adrénaline. Et pour rendre la chose plus ludique, on va prendre une vraie situation qui m'est arrivée et décortiquer ce qui se passe et déterminer ce qui peut être bon à prendre ou non pour le JDR. On va donc vulgariser les mécanismes et rester en surface. Un soir, je sors en boîte de nuit retrouver des amis qui sont déjà sur place. Nous sommes en été et l'endroit en question possède une terrasse extérieure. Alors que je m'approche, je vois 2 amis, 2 mecs que je connais bien, sur le trottoir, en dehors de la terrasse. Ils ne font pas partie de mes amis du cercle proche, mais ce sont des bons amis tout de même. Et visiblement, ils ont maille à partir avec 2 autres gars. L'un de mes amis parle à moins de 2 cm du nez d'un mec et le ton n'est vraiment pas la fête. J'ai déjà un signal d'alerte dans mon cerveau. Je reconnais l'un des mecs qui se frotte à mes amis. C'est un dangereux. Le type a déjà été à l'ombre et la rumeur veut qu'il fait tout pour être recruté par un groupe criminalisé. Le genre de type que tous les videurs de la ville connaissent. Tu vois la sale tête. Pour cette mise en situation, appelons-le tout simplement Crazy Man. Il sait se battre, mais c'est pas un combattant aguerri. Toutefois, c'est un fou qui ne sait pas vraiment se contrôler. Si tu tombes inconscient au sol devant lui, c'est le genre de mec à te botter la tête à coups de pied, et pas seulement une fois. Donc tous les voyants sont au rouge dans mon cerveau. Danger, danger, danger. Ce qui va suivre se passe en moins de 10 secondes, ok? Dis-toi bien ça. L'un de mes amis pousse Crazy Man. Décidément, il ignore à qui il a affaire, Ça va éclater.
Déjà, alors que je marche plus vite vers eux, j'ai les mains moites et la bouche sèche. C'est les premiers signes physiologiques qui m'arrivent toujours avant un combat. La sueur est là pour refroidir mon corps pour l'effort à venir. Le manque de salive, lui, est un autre signe que les glandes surrénales ont libéré un peu d'adrénaline en moi. Mon cerveau, malgré moi, inconsciemment, me prépare au combat, là. Le changement s'amorce donc dans mon corps, mais il faut savoir que l'adrénaline, elle, aussitôt que j'en ai besoin, là, elle agira en 1 seconde. C'est un peu comme de la magie, là. Mais la quantité d'adrénaline produite est aussi importante. Plus tu vas stresser, plus la montée d'adrénaline va être forte. Et ça, on préfère éviter, car il y a aussi des inconvénients à une montée d'adrénaline. On va le voir. Alors que je suis à 3 mètres des 4 hommes, mon rythme cardiaque monte, ainsi que ma pression artérielle. Mes bronches sont aussi dilatées, là, oxygénant mieux mes muscles et mon cerveau. Et je vais avoir besoin des deux. Un combattant, c'est un corps, mais aussi un esprit. Sous l'adrénaline, tu es en état d'hypervigilance, car cette hormone est aussi un neurotransmetteur permettant au cerveau de traiter plus rapidement l'information afin d'analyser les dangers potentiels. Mais en contrepartie, sous l'adrénaline, les capacités cognitives, elles, et la concentration diminuent. Impossible de composer de la poésie là, comme Cyrano de Bergerac à ce moment-là. Oublie ça. Soudain, quelque chose attire mon regard là, au milieu du quatuor. Mon Crazy Man, le dangereux, curieusement, à la main droite, tout près de la poche avant de son jeans. Une position bizarre pour un homme qui va en venir aux mains dans quelques secondes et qui vient d'être poussé. Impossible de rater ce détail alors que mes pupilles sont également dilatées. Possiblement que l'homme est armé d'un couteau. Alors que le premier coup de poing est donné parmi les 4 hommes, tout commence à se dérouler au ralenti devant moi. Ma perception du temps est faussée. Pour beaucoup de gens, le temps ralentit en mode combat. Mais ce n'est pas toujours le cas. Danny me racontait que pour lui, lorsqu'il est en contact, le temps file à toute allure. Il revient à la normale seulement lorsqu'il se désengage. Pour moi, c'est un mélange des deux. Il ralentit énormément lorsque je me désengage ou juste avant le combat, et il accélère juste un peu lorsque je suis en contact. À cette étape-ci, ce que je juge important pour le JDR, c'est l'état d'hypervigilance, la mauvaise perception du temps, la plus grande capacité pulmonaire et la perte de concentration. On retient ça. Avec un premier coup de nez, je cours les derniers 2 mètres qui restent. C'est facile, je respire mieux, je me sens bien. Curieusement, je vois ma cible, Crazy Man, avec une acuité surprenante. Mais tout le reste est comme flouté. C'est la vision tunnel. Comme si, une fois le danger repéré, ton hypervigilance qui te permettait de percevoir tous les dangers potentiels disparaissait pour que ta vision et ton attention se concentrent que sur la source du danger que tu as identifié. Je sais que le phénomène de vision tunnel est aussi très présent chez Danny en combat. Un client sur la terrasse me crie quelque chose alors que je m'apprête à maîtriser Crazy Man, que je crois armé d'un couteau. Je n'ai rien entendu sur le coup, mais après l'incident, le client en question m'a dit avoir crié « Attention au couteau ». Oui, il y a une perte d'audition pendant une poussée d'adrénaline. Disons plutôt une audition sélective, un peu comme l'effet tunnel pour la vision. Une fois le danger repéré, toute ton attention est sur ce danger. Si mon adversaire m'envoie une vacherie sur ma mère, là, impossible que je la manque. Mais le reste autour, c'est comme si c'était un brouhaha. Tu auras sans doute remarqué que les coachs à la boxe répètent souvent les mêmes instructions dans le coin du ring. « Éric, frappe au corps! Éric, au corps! Ah, crochet au corps, Éric! » Oui, le bruit de la foule n'aide pas, mais même en entraînement, dans une salle presque vide, il faut répéter quelques fois lorsque les combattants sont en corps à corps et sous l'effet de l'adrénaline. Il y a vraiment une perte auditive. Rajoute à ça ton cœur qui bat si fort qu'il tambourine sur tes tempes et tu n'entends presque rien. Tu n'entends que la source du danger, pratiquement. Alors que Crazy Man sortait son couteau, c'était un couteau à cran d'arrêt, le petit gain de force que procure l'adrénaline et mon expérience du combat ont fait le reste. On n'ira pas plus loin pour l'exemple, car on a vu grosso merdo presque tous les changements physiologiques en combat sous l'effet de l'adrénaline. Et dis-toi que les effets peuvent être légèrement différents pour chacun. C'est le cas pour Danny et moi. Et le reste de la scène, honnêtement, ce n'était pas vraiment glorieux. On n'est pas à Hollywood, là. Ce con a même tenté de me mordre à plusieurs reprises. Et voyant ça, j'avoue, je n'ai pas été tendre à son endroit.
Pas sauvage, là, mais pas maternel non plus. Jésus n'aurait pas été fier de moi. Ah, c'est vrai, je ne prie pas Jésus. Le soir, je prie James Tornade. Il faut savoir qu'à toutes les fois où je me suis battu sur le bitume, j'ai toujours eu des poussées d'adrénaline, même dans les combats où je dominais. Parce que dans la rue, il y a toujours un risque. Et je le savais. Donc oui, Hollywood offre une mauvaise perception de la réalité des combats. Quand on voit un Dwayne Johnson de Rock faire des blagues tout en frappant et faire des clins d'œil, ce n'est pas réaliste. Mais si tu mets Dwayne Johnson dans une ruelle, devant un combattant de sa taille avec un couteau, mais là, ça va être terminé, les froncements de sourcils puis les drôles de faciès, là. Il va fermer sa gueule, serrer les dents, son cœur va battre à tout rompre, il est en danger. Point. Il se peut qu'il y ait des êtres exceptionnels qui ont un peu plus de contrôle lors de la montée d'adrénaline, que mentalement ils sont si confiants qu'ils contrôlent mieux le stress lié au danger, donc contrôlent mieux le débit d'adrénaline. Les combattants comme Georges Saint-Pierre qui semblent si calmes et en contrôle en combat. Mais dis-toi que personne ne contrôle vraiment le système nerveux sympathique là, qui prend en charge là, ces mécanismes. J'ai lu quelques articles à propos de combattants de UFC, des professionnels du combat, comme le fut Georges Saint-Pierre, et certains ressentent une montée d'adrénaline simplement en entrant dans l'octogone. Bref, tout le monde est différent. Si tu as été attentif, tu auras sans doute remarqué que l'adrénaline offre des avantages, mais aussi des désavantages. Oui, il y a la force qui augmente légèrement, un meilleur souffle, tu as une meilleure endurance à la douleur aussi, d'où le pourquoi je n'ai rien senti pour mon petit doigt cassé par le footballeur ou le coup de pied de biche là, sur mon avant-bras. Mais le revers de médaille, c'est l'effet tunnel, la perte d'audition, la mauvaise perception du temps et le manque de concentration. L'adrénaline, c'est véritablement une lame à double tranchant. Ça me fait beaucoup penser au dé de stress de Alien, de Free League. Lorsque tu te prends du stress, tu ajoutes un D6, ce qui te donne plus de chances de faire un 6, une réussite, bravo, mais si tu obtiens un 1 sur ton dé de stress, c'est la catastrophe. C'est un peu dans ce sens que présentement on fait des tests avec l'adrénaline. On teste une mécanique que j'appelle la poussée d'adrénaline tout simplement. Il n'est pas très original, mais ça dit ce que ça représente. Et je tiens à saluer Damien Coltis, que je nommais plus tôt, là, et son futur jeu Zombie Descent, car il a parlé d'intégrer l'adrénaline dans les combats et de belle façon. Sans être aussi travaillé que ce qu'on fait présentement en playtest, lui aussi s'en sert comme d'un couteau à double tranchant, et je ne peux qu'approuver et saluer. Enfin, il était temps qu'on se penche sur l'adrénaline et de manière un peu plus réaliste. Donc nous, au lieu d'utiliser des points de chance, des points de fortune, des points de karma qui n'ont rien à voir dans un combat, on teste la mécanique poussée d'adrénaline. Sur un mauvais jet en combat, la joueuse ou le joueur peut déclencher une poussée d'adrénaline pour relancer un jet. Et c'est très justifié, car ton mauvais jet signifie que tu vas prendre cher. Le danger justifie la poussée. C'est donc logique et réaliste. Plus que le miracle de la chance, hein? J'offre deux options aux participants. Première option, c'est de dépenser, d'aller piocher dans leurs points d'intégrité, des points de santé et mentale réunis là, sous le titre « Points d'intégrité ». En piochant un point d'intégrité, ce qui arrive, c'est que ta marge d'échec critique augmente. Supposons que tu joues avec un D20 et que le 1 est un échec critique. Lorsque tu prends une poussée d'adrénaline, le 1 et le 2 vont devenir des échecs critiques. Si tu prends une autre poussée d'adrénaline, à ce moment-là, ça va être le 1, le 2 et le 3 qui vont devenir des échecs critiques. Qu'est-ce que j'aime dans cette mécanique? C'est que les stats de la fiche de perso ne changent pas. Tu retires pas des dés, tu ne fais pas une modification sur ton pourcentage si tu joues en pourcentage. Bref, c'est simple à gérer. On veut du rapide pour représenter le combat. Oui, tu bénéficies d'une relance grâce à la poussée d'adrénaline, mais tu as le double tranchant avec la marge d'échec critique qui augmente. La deuxième option, que j'aime tout autant, est que j'offre aux joueuses et aux joueurs de ne pas utiliser les points d'intégrité, de tout simplement relancer sous une poussée d'adrénaline, mais s'ils se ratent sur ce jet, ce second jet, mais c'est les deux derniers F des 3 F qui entrent en action. Flight or freeze. Fuir ou figer. Et je trouve ça bien, parce que si tu joues un héros comme Conan, tu ne veux pas figer ou fuir, tu vas prendre la première option, tu vas aller piocher dans tes points d'intégrité. Mais si on joue des êtres ordinaires, monsieur, madame, tout le monde, et qu'on se retrouve devant un ours, mais la deuxième option m'apparaît plus réaliste.
L'adrénaline te permet de relancer ton jet, mais si tu te rates, le tour suivant, soit tu figes ou soit tu recules de 3 pas comme si tu doutais, mais ça dure seulement un tour. Mais devant un ours, un danger ou un alien, ça peut faire toute la différence. Et pourquoi ne pas prendre la mécanique justement de Alien et son dé de stress? Je peux comprendre le stress devant des créatures infernales, mais dis-toi que je n'ai jamais vraiment ressenti de stress durant un combat. Un peu comme un humoriste ou une personne de théâtre qui, avant d'embarquer sur scène, lorsqu'il est en coulisses, derrière les rideaux, peut avoir le trac. Mais une fois qu'il est sur scène, le monologue qu'il a appris pendant des mois lui revient et ça se passe bien. C'est un peu comme ça pour moi. Le stress amorce la poussée d'adrénaline, mais une fois que l'adrénaline est là, que je suis en mode combat, ben je sens pas vraiment le stress, là. Je ne le ressens pas. Je ne ferai pas comme dans Alien, commencer à tirer partout, même sur mes amis, là, loin de là. Aussi, le système dans Alien, avec ses 10 états de panique dans son tableau, là, c'est beaucoup trop pour moi. Trop dirigiste pour les gens que j'ai autour de moi. Fuir ou figer, avec l'inspiration des joueuses et des joueurs, là, c'est bien assez. Et le mot stress en combat, là, pour Batman et Conan, je veux pas entendre ça. Le stress en dehors du combat, l'adrénaline durant le combat. Et si tu prends la seconde option d'adrénaline et que tu te rates, là tu stresses en fuyant ou en figeant. Et pour les avantages maintenant, tu sais, la légère augmentation de force, la capacité de souffle, l'endurance à la douleur, mais tout ça, on le joue tout simplement de manière narrative. C'est-à-dire que dans ta description de la passe d'armes, là, tu peux montrer que tu es plus fort, que tu es endurant à la douleur, mais c'est seulement narratif. On va pas changer la fiche du personnage là, pour 1 minute d'adrénaline. Non, on veut du rapide. Et pour les inconvénients, la vision tunnel, la perte d'audition, la mauvaise perception du temps et le manque de concentration, ben moi, j'ai un mot pour ça pour que ça soit facilitant pour les joueurs et les joueuses. Isolé. Le personnage est isolé. Lorsque tu es dans une poussée d'adrénaline, pense-y, vision tunnel, perte d'audition, mauvaise perception du temps, manque de concentration, tu es isolé. Ça veut dire que si vous êtes dans une bataille comme la bataille des bâtards et qu'il faut vite replier, mais il va falloir crier plusieurs fois sur la personne qui est dans une poussée d'adrénaline, même le secouer. John, il faut se replier. On va être submergé, vite. Donc, faut que tu le sortes un peu de sa transe, autrement dit. Donc, le mot isolé pour moi, ça suffit. Regarde la tronche un peu là, de Jon Snow là, dans la bataille des bâtards, là, on le sent qu'il est isolé, vraiment perdu. Donc pour moi, ce qui m'apparaît accessible pour l'instant pour rendre nos combats plus réalistes, plus rapides, furieux et imprévisibles, la passe d'armes est toute désignée. La rapidité est au rendez-vous, le gritty, ça amène de l'imprévisibilité avec les joueuses et les joueurs qui décrivent leur passe d'armes en utilisant l'ennemi et les coups fusent de partout, cassant le ressenti de jeu de société où chacun joue à son tour. Mais il y a aussi les oui mais et les non mais que l'on peut intégrer. Parce qu'un mais, c'est l'imprévu qui s'invite dans le combat. Alors que je me tiens les côtes à cause de son coup en traite, je me précipite sur lui en hurlant toute ma rage. Je le pousse dans le vide de la falaise, mais le salaud, à la dernière minute, il m'agrippe la cheville et m'entraîne dans sa chute. In extremis, je m'accroche à un rocher. Me voilà suspendu dans le vide, ce salopard accroché à ma jambe. Je ne tiendrai pas très longtemps. Ça, si c'est pas un imprévu dans le combat, t'as réussi à le pousser dans le vide, mais... Et rajoute à tout ça une mécanique autour de l'adrénaline pour remplacer les points de chance, une mécanique avec une lame à double tranchant, et tu commences à avoir une belle trousse là, pour amorcer des combats plus réalistes, rapides, furieux et imprévisibles. Et autant avec NJ qu'avec Danny, on a conclu que pour amener des combats plus réalistes, pour amener des combats plus vivants, ben oui, la passe d'armes, mais il y a aussi la narration qui va t'amener une immersion plus profonde pour ressentir la réalité du combat. Les mots font naître des images dans ta tête et les images s'impriment en autant de beaux souvenirs. Donc amusez-vous avec les descriptions. C'est en décrivant que l'on ouvre les portes des univers que l'on veut visiter. Et pas des descriptions trop longues. Allez directement au but et faites naître des sentiments et des émotions. Ma main s'agrippe à son cou.
Mes doigts pénètrent lentement dans sa chair molle alors que je serre. Son sang rougit ma main. Des bulles rosâtres éclatent à ses lèvres arrondies tel un poisson qui suffoque. Sa vie est entre mes doigts. Oh oui, sa vie est entre mes doigts, le moustique. Ah, mais j'ai saigné pas mal. Il m'a eu, le salaud. Tu t'es bien battu. Oui, je le savais que ça allait être du lourd, cette capsule-là. Ça bat tous les records. Mais promis, la prochaine, on va faire du 12 minutes et moins. Et oui, il fut un temps où j'ai apprécié ces très longs combats, très ludiques. Et faut savoir aussi que j'ai exploré l'extrémité. Ça veut dire des jeux très J'avais allé un moustique. Très narratif, comme les Bob. Pas de lancer de dés, mécanique très simple. Et lorsque c'est vraiment pas ludique ou peu ludique, ben, il manque quand même quelque chose. C'est vraiment de trouver l'équilibre. J'aspire vraiment à un certain réalisme avec le rapide, furieux et imprévisible. Et je crois que les outils qu'on a donnés, pour l'instant, c'est ce qu'il y a sur le marché, OK? Est-ce que toi, t'as des idées? On est preneurs, sérieux, tu nous les donnes, parce que de l'aveu de Danny Radberger, jamais il s'est cassé la tête autant pour une question de JDR, et je dois t'avouer que moi aussi, je suis arrivé avec la mécanique de l'adrénaline, mais il y a sans doute mieux à plusieurs cerveaux, on peut y arriver, donc n'hésite pas à nous écrire en commentaire. Toi, est-ce que tu as des idées pour rendre les combats plus réalistes? Le lien de la chaîne de Danny Radberger va être en description. Va voir la chaîne de Damien Coltis, super bon. Et je t'invite à l'essayer aussi, Rollis TV et non télé, pour t'endormir, la voix de Mathieu avec un seul T. C'est comme mon papa! Ça me sécurise! On est sur Instagram, Facebook, TikTok, en podcast. Abonne-toi, encourage-nous, envoie-nous du pouce. Encore merci à NJ, merci à Danny Radberger pour ces 6 heures à parler de combat. Et nous, on se dit à une prochaine. D'ici là, tu brasses ton JDR. Imagine ton JDR. C'était Eric pour les Imagitateurs. Ciao. Whoop, whoop, whoop. Regardez-moi cette bande de nazes autour de la table. Premièrement, vous êtes trop de joueurs. Le combat va être long et chiant. Qu'est-ce que tu dis là? On joue à Donjon Dragon, putain, c'est level 5. J'en ai rien à foutre. Je mets le crayon, première astuce pour accélérer le combat. Cadabra, comme Harry Potter. Tada! Un joueur de moins autour de la table. Magique, le combat sera plus rapide. On la commence, cette partie? Oh l'enfoiré. Non, moi je vais écouter qu'est-ce qu'il a à dire. Il a l'air d'avoir de bonnes idées. Il s'y connaît. Bon, premièrement, vos combats, là, ça se passe comment, là? Vous lancez les dés, et un jet, ça représente quoi? Une balle? Un coup d'épée? Un pain? Un jet, une attaque, c'est ça? On y va de façon classique, hein? Foutre oui. Oh, un jet de dés qui représente seulement un seul coup? Bah, c'est pas vraiment la réalité du combat, ça. Oh, moi, vous savez, ces histoires de je te tape, tu me tapes, je te tape, c'est davantage taillé pour le wargame, ça. Un petit rototo, excusez-moi, c'est les oignons. Toute cette façon de codifier le combat de manière stratégique, comme au-dessus de la mêlée, ce n'est pas très instinctif, primitif, chaotique. Et en matière de chaos, je m'y connais bien. Le combat n'est pas une danse organisée, orchestrée. Allez, nous allons le prendre en tenaille pour avoir un avantage. Foutaise! C'est brutal, c'est spontané, c'est anarchique. Il faut se baser sur notre expérience pour improviser au cœur de combat, avec le cœur qui bat la chamade. Vous saisissez? Oh oui. Et les agitateurs vont en parler dans leur prochaine capsule. Vous allez voir, ça va brasser. Oh bordel, j'en ai marre des imagitateurs. Whoop whoop whoop, j'ai des boules chinoises et y en a des gros, ça va faire bobo, ça passe. Ouch, aïe, On se calme. La dernière fois, ils m'ont conseillé d'abandonner les dés en tant que MJ. Je sais. Pourquoi je devrais les écouter maintenant, hein? Qu'est-ce qui les qualifie en matière de combat?
Je crois qu'on va laisser Eric parler. Ouf, ça va se gâter là. Quoi? Faites pas cette tête, il est pas si pire que ça, Eric, bon sang!